Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Voici les titres. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple le lancement des travaux du Symposium de la santé. Et au Burkina Faso, les 8 mineurs coincés depuis 32 jours n'ont pas été retrouvés dans la chambre de refuge. Bonsoir à tous. Placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la cérémonie de lancement du Symposium de la santé a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Une cérémonie de lancement qui a vu la participation, outre du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants des systèmes des Nations Unies, des diplomates et surtout des représentants de la société civile. Décidé au plus haut niveau de l'État, ce Symposium de la santé constitue un terrain propice d'échanges inclusif et de débats constructifs afin de doter notre pays d'un système de santé fort, résilient et équitable à l'horizon 2030. En effet, l'objectif général du Symposium de la santé a été donc d'organiser des consultations publiques à travers les ateliers thématiques dans le but d'identifier les réformes nécessaires pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. Lancé à travers tout le pays, ce symposium permettra de conduire une analyse approfondie du système de santé de Djibouti avec des objectifs donc d'atteindre de la couverture sanitaire universelle, de lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles et également la préparation et les réponses aux urgences sanitaires qui seront les principaux axes thématiques majeurs. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la représentante du bureau de l'OMS à Djibouti. Le Symposium de la santé offre une vraie opportunité d'incorporer ces évolutions scientifiques aux différentes politiques et stratégies du gouvernement et atteindre les objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable. Ces dernières décennies ont aussi démontré que la santé n'est pas seulement l'affaire d'un ministère concerné. Et je suis sûre que les sketchs qu'on vient de voir ont bien illustré cela. La lutte contre le paludisme, comme ici à Djibouti, en est un parfait exemple. Comme on a vu, les travaux publics d'assainissement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'information, l'égalité des genres, une bonne nutrition, une bonne alimentation, sont aussi, si pas plus importants qu'un bon diagnostic et un traitement efficace pour les patients qui souffrent de cette maladie. Et c'est pour cela que nous félicitons le gouvernement djiboutien pour l'approche holistique de ce symposium. Et de son côté, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Mohamed Belil, s'est réjouie au nom de l'UNFD de la tenue de ce symposium concernant la santé. C'est pour moi un immense honneur d'être parmi vous ce matin pour prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement du symposium de la santé auquel nous sommes d'ores et déjà associés en qualité de membres du comité d'orientation multisectorielle. Malgré des avancées notables réalisées par le système de santé sanitaire de notre pays, de nombreux problèmes majeurs constituent des défis importants à relever et c'est l'occasion pour nous tous, acteurs multisectoriels, de réfléchir ensemble sur la faiblesse de notre système de santé en vue d'identifier des recommandations et des propositions nécessaires pour l'aboutissement à un système sanitaire plus résilient, équitable et renforcé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la réflexion collective, sans exclusif, donnant directement la parole à la population, et en particulier aux femmes, et aux jeunes filles, constitue assurément l'une des étapes indispensables à l'édification de notre système de santé de demain. La promotion, la protection de la santé de la mère et de l'enfant constitue un axe prioritaire des actions de l'Union nationale djiboutienne présidée par notre première dame, présidente de l'UNFD, Kadra Mahmoud Haï. Avec l'appui des partenaires au développement et le ministère de la Santé, notre organisation met en œuvre de nombreuses actions
luttant contre la mortalité maternelle et infantile, contre la malnutrition des enfants, contre le comportement à risque des adolescents et des jeunes, la lutte contre les 3 pandémies, etc., etc., et le Covid-19, sans oublier le Covid-19. Et pour sa part, le ministre de la Santé a donc rappelé que le système de santé à Djibouti a évolué dans tous les niveaux, et ce depuis 1999. Le ministre a remercié le président de la République pour son soutien indéfectible quant à l'organisation de ce symposium. Cet exercice, qui est une première à Djibouti, a pour objectif principal d'identifier les réformes nécessaires à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Cela passera par la réflexion, le dialogue, avec un large débat entre le secteur de la santé de façon globale et la société civile. La feuille de route du ministère de la Santé est de mettre en œuvre la politique de santé en s'assurant et en promouvant la bonne santé physique, mentale et sociale des populations. Cependant, pour répondre plus efficacement à cette noble mission, le chef de l'État, chef de gouvernement, le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a toujours affiché la santé comme une priorité de sa politique gouvernementale et s'est engagé à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent accéder à des santé de qualité, de proximité, avec les différentes réformes engagées depuis son accession à la magistrature suprême en 1999. Ce symposium est donc dans la continuité des actions du chef de l'État, qui a toujours été à l'écoute de sa population. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que la République de Djibouti dispose d'un système de santé pyramidal qui est basé sur l'approche de soins de santé primaires pour atteindre un objectif optimal de santé pour tous et partout. C'est dans cette optique que notre système de santé a évolué selon les différents niveaux de la pyramide sanitaire. Entre 1999 et 2022, le nombre de postes de santé au milieu rural est passé de 18 à 43 postes de santé. Celui des centres de santé et des polycliniques de 8 à 15. Des hôpitaux de 0 à 3. Le troisième étant l'hôpital de Tadjoura qui va bientôt commencer, mais également la réhabilitation de l'hôpital Pelletier, la réhabilitation de l'hôpital Cheikho. En termes de ressources humaines, un progrès considérable donc a été notifié avec le nombre de médecins, toutes catégories confondues, qui a pratiquement quadruplé. La République de Djibouti est déterminée à devenir une nation où toutes les populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives, bénéficiant d'un accès universel à des services de soins de santé de qualité. Je voudrais ici exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du président de la République pour son soutien. Et il s'agit ici de l'idée du chef de l'État d'organiser ces assises de la santé, qui est pour nous une démocratie sanitaire. Et enfin, de son côté, le Premier ministre a donc mis en exergue les efforts constants mis en place par le gouvernement djiboutien pour protéger au mieux la population djiboutienne dans toutes ses composantes et sur l'ensemble du territoire national. Ce symposium plus élargi et multidirectionnel que son aîné tenu en 2009 se réalise dans un contexte de persistance de la Covid-19 et de l'amorce d'une crise mondiale multidimensionnelle. Que Dieu nous préserve de ces répercussions funestes annoncées. Notre système de santé a certes connu d'importantes transformations au cours de ces dernières décennies. Cependant, comme tant de pays africains, Djibouti se situe dans une phase critique de sa transition épidémiologique. Et de ce fait, nous connaissons la coexistence d'un triple fardeau des maladies transmissibles, non transmissibles et socio-comportementales, auxquelles évidemment s'ajoutent d'autres déterminants sociaux. Vous comprendrez ainsi tous les défis
auxquels le gouvernement et en premier lieu le président de la République doivent faire face. Cela nous impose des priorités. Et parmi toutes ces priorités, la santé de la population, pierre angulaire du développement harmonieux de notre société, préoccupe constamment le chef de l'État. C'est d'ailleurs ce qui motive la tenue d'une telle réflexion pour permettre l'atteinte pour tous du plus haut niveau de santé, c'est-à-dire la réduction de la morbidité et de la mortalité, notamment maternelle et infantile, l'amélioration de l'offre et la demande des services de soins de santé de qualité, l'extension de la couverture maladie universelle, l'amélioration de la gouvernance et du financement du système de santé. Au passage, nous pouvons nous enorgueillir de la mise en place de l'assurance maladie universelle qui a été une des réponses phares à ce défi. La société civile, les associations communautaires, le secteur privé de santé, les établissements publics et parapublics, ainsi que les corps constitués qui avaient l'habitude d'apporter leur contribution aux différents PNDS précédents sauront sûrement émerger des idées nouvelles dans le cadre de ce symposium. Je reste persuadé que l'amélioration de notre système de santé n'est pas uniquement dépendante de la médecine curative, mais une place de choix doit être attribuée à la prévention et à la promotion de la santé. Les polycliniques et les structures de santé régionales doivent également voir leur rôle judicieusement redéfini pour faciliter l'accès aux soins de santé de base, pour désengorger les hôpitaux de troisième niveau. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu en audience aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République islamique du Pakistan, accrédité en République de Djibouti, Shahid Ali Ail Shehali. Les deux personnalités ont passé en revue l'état des relations existantes entre les deux pays. Ils ont également discuté des voies et moyens susceptibles de renforcer et de consolider les liens d'amitié et de coopération en unissant les deux pays. Premier ambassadeur de la République islamique du Pakistan à Djibouti, l'honorable Shahid Ail Shehali a déclaré que l'installation de nouvelle ambassade dans notre pays va ouvrir un nouveau chapitre de coopération. Les échanges entre le premier responsable du Parlement et le diplomate pakistanais ont porté également sur divers domaines allant de la politique à l'économie. Toujours à l'Assemblée nationale, donc, le président Mohamed Ali Ahmed a reçu la visite protocolaire de l'honorable Evelyne Renaud-Garabédian, sénatrice représentant les Français établis hors de France. Mohamed Ali Ahmed s'est dit honoré donc de la visite de la sénatrice à la Maison du Peuple. Cela dit, les deux personnalités ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays et leurs institutions respectives, les voies et moyens susceptibles de renforcer les liens d'amitié et de coopération. Leurs échanges ont ensuite porté sur la coopération entre les parlements de Djibouti et le Sénat français, et le président Ahmed a soulevé la nécessité pour le groupe d'amitié parlementaire de contribuer au renforcement des liens de coopération unissant les deux nations. La République de Djibouti a réceptionné une importante quantité de produits de fouilles archéologiques en provenance de France. Ces produits de fouilles archéologiques effectués à Djibouti depuis 4 décennies étaient envoyés en France avec l'accord de Djibouti pour études et conservation dans les universités et laboratoires français, dont celui de Toulouse. Depuis la mise en place des structures de conservation à Djibouti, le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé de ramener tous ces produits de fouilles effectués à Djibouti qui constitue le patrimoine national du pays. Cette mission a été confiée à la mission archéologique française de Djibouti, dirigée par Madame Collier, et l'Institut de recherche archéologique dirigé par le docteur Salah. Ces produits de fouilles archéologiques ont été acheminés depuis la France jusqu'à Djibouti avec le soutien des partenaires et sont actuellement au hangar du Mensur pour être conservés au centre de conservation et d'études de l'Institut archéologique à terme. Le ministre
ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed a visité le dépôt de produits archéologiques. Il a été accompagné par les représentants des partenaires, le directeur du CERD et le directeur de l'Institut de recherche archéologique, la chef de mission française et des responsables du ministère. Le ministre a découvert donc quelques produits archéologiques ramenés de France lors de l'ouverture des caisses. Ces produits sont composés de vestiges paléontologiques, des éléments de faune fossile disparus, ainsi que des animaux comme les éléphants, les crocodiles, les girafes, qui datent de plus d'1 million d'années, conservés dans des endroits marécageux et dans les différents sites donc, de Goba, dans la région du Dikil. Anciens djiboutiens qui vont relever notamment de l'artisanat potier. Nous avons retourné en République de Djibouti les plus anciens vases du pays qui datent des alentours du 3e millénaire avant notre ère. Nous avons ramené aussi toutes les parures, tous les coquillages qui ont servi à faire des bracelets, toutes les coquilles en œufs d'autruche, tous les outils sur matériaux minéraux, notamment sur l'obsidienne, qui ont été retrouvés dans les habitats anciens des chasseurs-cueilleurs, mais aussi dans les habitats et les sépultures des premiers éleveurs. Écoutons à présent les interventions du directeur de l'Institut de recherche archéologique et du directeur du Centre d'études de recherche de Djibouti. Ça a pu se concrétiser justement grâce à l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur, du directeur général. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans cette collaboration qui s'est mise en place entre ces différents responsables il y a quelques années. Sinon, moi, quand j'ai vu ces collections le 3 mai dans les hangars ramenés par l'armée française, j'étais très ému, et vraiment très ému, parce que ça fait des années qu'on attendait ce projet, et qu'enfin, voir devant vous ce projet se concrétiser, enfin une étape, parce qu'il y a plusieurs étapes. J'étais vraiment ému, et je tiens à remercier personnellement le ministre de l'Enseignement supérieur, le conseiller de coopération d'action culturelle, les directeurs généraux du CERD, enfin, et Jessie Collet, bien évidemment, qui est une partenaire importante. À cette étape-là, dire que tout est dans les mains maintenant de cette jeunesse de la recherche scientifique, parce qu'elle vient renforcer le centre d'études de recherche scientifique avec cet institut de la recherche archéologique et historique, avec Salah Zakaria à la tête aujourd'hui. Donc il a aussi une lourde responsabilité quant à la formation et à toute l'expérience que cette jeune équipe doit acquérir. Et on a l'appui, bien sûr, de nos partenaires à Toulouse, avec Jessie Collier et bien d'autres aussi, qui peuvent être invités, à non seulement poursuivre ce travail de conservation, de préservation, de la mise à la disposition à travers les différents mécanismes, outils qui peuvent être disponibles, de ce patrimoine pour la grande population et, comme le disait le ministre, pour toute l'humanité, mais aussi reprendre toutes ces activités dont les pistes ont été aujourd'hui à peine effleurées et qu'il faut poursuivre, qu'il faut découvrir. Ça veut dire qu'il y a encore une tâche assez importante devant nous sur notre territoire djiboutien à explorer. Et je garde grand espoir justement avec cette équipe à ce que ces étapes soient achevées et puissent permettre d'ouvrir pour tous les autres de nouvelles domaines de recherche aussi. Et à présent, je vous propose de suivre les propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce patrimoine a été donc découvert à Djibouti. Le rapatriement de ce matériel, bien sûr, se fait à travers une excellente coopération. Ce n'est pas uniquement un département, c'est plusieurs départements et des gens qui sont impliqués à titre personnel. Je tiens vraiment à les saluer. À ce titre, je tiens à saluer, bien sûr, d'abord nos deux présidents. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, qui, dès que j'ai été nommé, m'a donné pour consigne d'œuvrer à rapatrier ce patrimoine pour le placer plus tard dans un musée, mais également suite à la visite du président Macron qui, au cours de sa visite à Djibouti, a insisté dans le cadre de coopération avec Djibouti, entre autres le rapatriement de ce matériel. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de ce patrimoine? Je pense que
une des actions la plus importante, c'est d'abord l'archivage et la conservation. Donc à ce titre, on a formé des jeunes. Il y a déjà un jeune qui est là, qui est formé, mais on a également donné l'opportunité à travers le CERD, donc le directeur du CERD qui est là, Dr Jaludine, et le directeur de l'IRA, personnellement également impliqué avec Jessie dans le travail qui a été effectué et qui revient tout le temps dans l'importance du recrutement de personnel formé. Donc la formation est une priorité pour la République de Djibouti. Elle se fera en étroite collaboration avec l'université de CNRS, d'abord avec le CNRS Toulouse et l'université de Toulouse Jean Jaurès. Et donc ce travail de recrutement et de formation est déjà opérationnel pour que la conservation de ce patrimoine puisse être bien gardée. L'autre élément important, c'est que la population djiboutienne maintenant doit savoir connaître son histoire, comment nos ancêtres de chasseurs-cueilleurs sont devenus des éleveurs. Et aujourd'hui, tout le patrimoine qui a été récupéré permet de donner des indications claires sur l'historique de ce passage du chasseur-cueilleur à l'éleveur. Ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il y a des vestiges paléontologiques, archéologiques, mais également tout ce qui est, je dirais, social autour de la culture des gens qui ont vécu avant nous dans cette région. Et puis tout le patrimoine, bien sûr, de la faune et de la flore, mais surtout de la faune. Qui aurait imaginé qu'à Djibouti, il y a 1,3 million années, on avait des éléphants, on avait des girafes, on avait des hippopotames, on avait des crocodiles. Tout ça, ça doit revenir à nos jeunes dans les écoles, dans les universités, pour prendre possession de ce patrimoine. Et suite à la formation, bien sûr, le travail de recherche doit se poursuivre, parce que là, c'est 150 sites depuis plus de 30 ans. Guéda, tout à l'heure, qui en est également la mémoire de tout ce travail de recherche, nous le rappelait, c'est plus de 30 ans de recherche, mais cette recherche doit se poursuivre maintenant, puisque nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont dans les meilleures universités françaises à ce titre, pour pouvoir poursuivre ce travail de recherche avec nos partenaires français et étrangers, et faire de la République de Djibouti que ce patrimoine soit connu par les Djiboutiens, certes, mais qu'il serve également au tourisme. Pour que, quand les gens viennent à Djibouti, dans la région d'Assaïla, dans la région d'Assamo, dans la région d'Ali Adé, et partout on a trouvé de vestiges vers le Goubet, etc., faire connaître l'histoire de l'humanité à Djibouti, et elle est très riche. En nouvelle nationale toujours, dans le cadre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, et la représentante résidente du PNUD à Djibouti ont participé à l'hôtel Sheraton à la cérémonie de signature d'accords de microfinancement au profit de 16 associations régionales pour mettre en œuvre des projets environnementaux au sein des 5 régions de l'intérieur. Le programme de petites subventions vise à soutenir les communautés dans leurs propres initiatives pour assurer des moyens de subsistance durable tout en générant des bénéfices globaux pour l'environnement. Il s'agit là d'un programme institutionnel du Fonds pour l'environnement mondial mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec l'UNOPS. À travers le monde, le programme compte actuellement plus de 14 500 projets dans plus de 125 pays depuis 1992. On a une cinquantaine de micro-projets dans les régions. Alors, il y a un appel à projets qui est lancé chaque année, 2 fois par an. Et les projets soumettent des idées de projets. Ensuite, il y a un comité national de sélection qui est très inclusif, le ministère technique, le PNUD, les ONG, qui va à la rencontre, discute et fait des évaluations. Et ensuite, il y a un processus de sélection. Et c'est les meilleurs projets qui sont retenus. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Environnement. Je suis très ravi de participer à cette cérémonie et de présider la cérémonie. Comme vous le savez, c'est ce programme de microfinancement que le ministère a mis en place depuis 2007 avec bien sûr notre partenaire qui est le PNUD. C'est pour financer toutes les petites associations qui travaillent dans le développement et dans la protection de l'environnement. C'est la meilleure façon d'approcher les communautés. Donc c'est une bonne journée pour eux, pour les associations qui œuvrent dans la protection de l'environnement. Ils vont travailler, ils vont sensibiliser sur la protection, sur l'adaptation au changement climatique. Ils vont apporter toutes les réponses que nous, sur le terrain, on va utiliser les associations. C'est une bonne manière d'approcher les personnes concernées.
Le Sagalourom du Sheraton Hotel a abrité une cérémonie de remise de prix et récompense aux gagnants des compétitions organisées dans le cadre des activités en l'honneur du mois béni du Ramadan. L'événement a réuni, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, le maire de la ville de Djibouti, des parlementaires, des élus communaux, les directeurs de la NPH et des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et l'ensemble des responsables donc, des CDC notamment. Et après la présentation du motif de cette rencontre par la maîtresse de cérémonie, donc intervention du directeur de la NPH qui a vivement remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son appui et son soutien en faveur des handicapés au terme d'accès aux plateformes d'intégration socio-économique. Il a appelé à une synergie collective pour mieux contribuer à la réussite de cette noble cause. Écoutons à présent l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui s'est réjouie de la tenue de cette cérémonie. Toute la communauté de CDC, à commencer par le chef de centre. Donc il y a aussi le directeur des sous-régions qui sont avec nous, parce que nos CDC sont ouverts et opérationnels au niveau de la capitale, mais aussi au niveau de 5 régions de l'intérieur. Donc j'accueille les 5 sous-directeurs qui sont avec nous et donc qui ont fait le déplacement. Les chefs de centre de la totalité de 12 CDC. Donc il y en a un qu'on attend avec impatience, qui est celui d'Anguela, qui va, j'espère, va ouvrir bientôt, une fois que le chantier va être fini. L'ensemble des communautés qui travaillent aux côtés de chefs et des responsables dans les CDC, à savoir le conseil communautaire, les mamans leaders, les femmes leaders, les papas leaders et surtout les jeunes. Et bien sûr les filles et les personnes à besoins spéciaux. C'est exactement la fonction du centre, hein, c'est d'entreprendre le développement communautaire. Donc, comme à leur habitude, ils ont voulu travailler encore plus et montrer que tout le travail de réhabilitation, d'équipement, de redynamisation a porté ses fruits. C'est de permettre à ce que le CDC puisse fonctionner pleinement. Alors cette année, on a initié ces activités diverses et ces concours tout au long du mois de Ramadan jusqu'au 2e jour de Eid. Donc bravo aux chefs et au personnel de CDC, mais aussi à la direction de CDC. Si le mois de Ramadan est réputé un mois de repos, et ils ont transformé en mois de travail, parce que la jeunesse le mérite, et la jeunesse est très demandeuse à ce qu'il y ait beaucoup d'activités. Vous avez pu honorer cet héritage d'animation sportive avant le iftar ou après le iftar. Ça, c'est un héritage culturel de Djibouti. Montrer que le mois de Ramadan est un mois d'efforts, des compétitions. C'est aussi un mois de spiritualité, puisqu'il y a eu beaucoup d'activités, des conférences religieuses, mais aussi des concours, des questions-réponses. Vous n'avez pas faibli d'efforts, puisque même le second jour, qui est aussi un jour férié, vous avez travaillé dans 4 CDC, pour faire plaisir à toutes les enfants et la jeunesse, en terminant avec le kermès. Donc bravo pour avoir réalisé tout ça. Aujourd'hui, on est là pour récompenser ceux qui ont travaillé, en fait, les jeunes qui ont pu gagner des prix, mais aussi pour récompenser peut-être les 3 meilleurs CDC dans les concours de iftar, ce qu'on a appelé la caravane d'iftar. Mais je tiens à les confirmer, tous les CDC aujourd'hui méritent qu'on leur dise bravo. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Nous remercions bien sûr nos partenaires, l'UNICEF, donc la représentante n'a pas pu nous rejoindre, donc elle a un autre événement en bas, qui, avec le programme ICE, nous a permis d'appuyer financièrement encore plus, encore plus avec les 3 mois d'été qui vont venir, puisqu'on aura aussi les programmes de l'été. Nous remercions beaucoup Doualé et la NPH.
Plus de 10 000 élèves de 5e année dans tous les territoires du pays composent donc aujourd'hui l'évaluation certificative de fin du cycle 2, plus communément appelée OTI, Objectif Terminal d'Intégration. 5e année donc dans plus de 70 centres d'examen repartis sur l'ensemble du pays. À cette occasion, l'inspectrice générale du ministère de l'Éducation nationale, Mouna Ismaël Abdo, a effectué une tournée d'inspection et de supervision dans plusieurs centres d'examen de la capitale. Elle était accompagnée dans ce déplacement de ses proches collaborateurs et de différents cadres et responsables de différentes circonscriptions. La délégation s'est rendue dans les écoles de 3 communes de la capitale. À chacune des étapes, l'inspectrice générale s'est longuement entretenue avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Elle a pris acte de l'organisation matérielle parfaitement huilée et la présence effective de l'ensemble des personnels déployés dans les centres d'examen conformément au plan d'organisation de l'examen. Les constats qu'elle a faits dans les différents centres d'examen ont donné entière satisfaction à l'inspectrice générale qui s'est dit heureuse de la qualité des préparatifs et de l'organisation des épreuves. Et dans le cadre du projet de soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, le Centre for Leadership et pour l'entrepreneuriat a organisé le 4e et dernier atelier destiné à la création d'une association sectorielle des hôtels de Djibouti en partenariat avec le cabinet international IOS Partner, l'Office national du tourisme Djibouti et la Chambre de commerce. Ce dernier événement était destiné aux guides touristiques et avait pour objectif d'intégrer une dynamique de structuration à travers la création d'associations sectorielles. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans le cadre du schéma directeur du tourisme durable à Djibouti et aura pour objectif principal de lancer une dynamique de structuration de l'offre touristique intégrée par la création d'une association sectorielle qui, à terme, pourrait faciliter la création d'un cluster et d'une fédération du tourisme à Djibouti. Beaucoup de problèmes au niveau de la structuration de l'offre et c'est justement ça qu'on a essayé effectivement d'initier comme dynamique. Et la première solution, c'est la création d'une association sectorielle de tourisme. Donc 2 associations étaient déjà créées bien avant l'atelier et nous sommes basés sur leurs acquis, qui les ont présentés. Certes, les membres de ces associations ont présenté effectivement les avantages d'avoir une association sectorielle. Et nous pensons que les produits attendus des ateliers ont été atteints, les résultats ont été atteints. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, les 8 mineurs, dont 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien, coincés depuis le 16 avril dernier dans la mine souterraine de zinc de Perkoa, dans le centre-ouest du Burkina Faso, n'ont pas été retrouvés dans la chambre de refuge où ils étaient censés se trouver, a annoncé donc le gouvernement burkinabé, tout en assurant que les opérations de sauvetage se poursuivent. Une forte pluie s'était abattue le 16 avril dernier sur la province de Sanguié et plus particulièrement la commune de Réau en occasionnant une inondation sur la mine de zinc souterraine qui s'y trouve. Depuis cette date, 8 travailleurs donc étaient coincés dans les galeries souterraines complètement envahies par les eaux de pluie. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.